Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans l'émission Juliette Aubert. Salut Juliette. Bonjour, salut, merci de me recevoir. Écoute, c'est avec grand plaisir que je t'accueille sur le podcast. Ça fait un petit moment que je te suis sur tes diverses publications. Je sais que tu es une chef d'entreprise engagée. Et, ouais, et puis du coup, je vais te laisser déjà te présenter. Ouais, carrément. Moi, je m'appelle Juliette, j'ai 26 ans. Ça fait 3 ans que j'ai créé Période avec une de mes meilleures copines que j'ai rencontrée à l'école. Et en fait, Période, c'est un service qu'on propose aux entreprises pour mettre à disposition de leurs salariés des protections périodiques. Donc, au même titre que tu aurais dans les toilettes du papier toilette, tu aurais dans les bureaux du café en libre service. Là, l'idée, c'était d'adresser aussi ce besoin physiologique que sont les règles et qui a été un peu oublié dans ce monde de l'entreprise, donc en proposant des distributeurs à nos clients. Et donc, ça fait 3 ans qu'on fait ça et on s'est lancé en parallèle de nos études quand on était en Master 2. C'est assez incroyable ça, parce que du coup, tu t'es lancé pendant que tu étais en Master 2 et ça, comment dire, quand on est en Master, ça nécessite quand même une charge de travail qui est quand même conséquente. Ouais, Du coup, la première question qui me vient, avant d'attaquer le portrait chinois, c'est comment tu as fait pour gérer cette charge mentale, faire tes études tout en créant une entreprise en même temps? je crois que j'ai eu un peu un truc limite naïf et un peu inconscient. Tu vois, c'est que j'étais tellement sûre de moi sur ce projet-là, ça me faisait tellement vibrer que j'ai un peu foncé. Et après, je me suis rendu compte de la difficulté du truc que je venais de faire, tu vois. Mais en fait, dans l'école que j'ai fait, la particularité, c'est qu'on avait 1 an de césure, en fait, entre le Master 1 et le Master 2 pour partir à l'étranger, pour faire des stages, pour se constituer une expérience professionnelle. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a pu, nous, avec Margot, mon associée, faire des stages dans Période déjà. Donc, on a eu 6 mois avant de rentrer en Master 2 où on faisait que ça toute la journée. C'était notre stage. Donc, quand j'ai repris les cours, pour moi, on avait tellement avancé pendant 6 mois qu'il fallait que je continue cette charge de travail. Et c'est vrai que tout ce qui était vie étudiante, moi, j'ai un peu mis de côté. Je sortais pas, j'allais pas aux soirées du BDE, j'allais pas au week-end d'inté, etc. Parce que moi, j'étais déjà, en fait, plus étudiante dans ma tête. J'étais déjà dans ce projet-là. Après, faut dire que la vie fait bien les choses ou mal, je ne sais pas. Mais on s'est lancé 3 mois avant le Covid. Donc, on a été en fait à un moment obligé, avec le premier confinement, de laisser un peu de côté notre projet de société et de se reconcentrer sur nos études puisque tous les clients potentiels qu'on avait avaient fermé à cause du confinement. Mais après, c'est vrai que ça m'a rattrapé la charge de travail et la charge mentale, surtout le fait de penser qu'à ça, de même les week-ends, te dire j'ai oublié de faire ça, machin, j'ai un devoir à rendre, mais en même temps j'ai un client qui veut ça, etc. Ça m'a rattrapé un peu plus tard, en fait, où je me suis découvert des levels de stress et des levels d'anxiété que je pensais pas avoir, en fait. Et donc, c'est pour ça que je parle d'insouciance au début, c'est parce qu'en fait, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. Ouais, je comprends. C'est vrai que la période du Covid, pour ceux qui avaient des projets et qui les ont lancés, même si c'était juste avant ou même pendant, ça n'a pas été une chose très, très simple, quoi. Ça me fait penser un petit peu à la marque Aert, une marque de textile de sport, qui, qui eux se sont lancés pendant le Covid et finalement qui en ont fait une force. Donc, je pense que ça a été
différent en fonction des entreprises et certainement des différentes industries et ce que ça touchait, quoi. C'est ça, on était obligé en fait de soit faire avec, soit mourir dans l'œuf, quoi. Parce que c'est tellement au Voilà, début voilà. que Ok, tu fais ce que tu peux. ok. Alors, le podcast, bon là, j'ai fait une exception. On a parlé un Mm. peu de charge mentale avant de faire le portrait chinois. On commence toujours par un petit portrait chinois pour présenter l'invité. Et ça me permet de un petit peu mieux te situer, tes goûts, tes couleurs, ce que tu aimes, en fond, qui tu es. Et ensuite, on parlera de ton mental, on reviendra sur ton parcours et on parlera des on va dire, différents déterminants psychologiques qui sont généralement attribués à la préparation mentale et qui sont nécessaires pour aussi bien la performance que son bien-être. Et puis voilà. Donc du coup, on attaque le portrait chinois. T'es OK? T'es prête? Allez, c'est parti. Alors, si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi? Je serais le rose, probablement, parce que j'ai un peu une obsession pour cette couleur. C'est venu très récemment parce que avant je me disais que c'était un peu cliché, tu vois, pour une fille d'aimer le rose. Mais en fait, à chaque fois, j'y retournais. Donc, je me suis dit, OK, on y va à fond sur cette couleur. Et parce que je la trouve douce et à la fois good vibes, tu vois. Enfin, le rose, ça veut toujours dire que c'est positif. Si tu devais choisir un livre, quel livre choisirais-tu? Ah, un livre. Là, en ce moment, alors je vais déroger un peu à la règle parce que c'est une graphic novel, donc c'est un roman graphique, quoi, comme un peu une BD. En ce moment, j'ai beaucoup aimé les BD Heartstopper qui ont été. Donc, c'est une jeune autrice anglaise qui a, qui a écrit ça, du coup, quand elle était. Il y a quelques années, donc quand elle était. Genre, elle avait la vingtaine, on va dire. Et ça a été adapté en série Netflix, donc c'est comme ça que moi j'ai connu. Et c'est sur deux jeunes garçons qui tombent amoureux. Et en fait, ça raconte de manière très simple leur histoire d'amour. Et ça m'a fait, en fait, au-delà de l'histoire que j'ai beaucoup aimée, ça m'a fait tomber amoureuse de son storytelling parce que c'est l'histoire la plus simple du monde, mais merveilleusement bien racontée. Donc j'ai adoré. Voilà. Quel est le moment de la journée que tu préfères? Le matin, quand je viens de me réveiller et que j'ai pas encore trop de choses à faire. Tu vois, ce moment un peu hors du temps où tu sais que ça va être une grosse journée, que tu vas solliciter pas mal ton cerveau, ton corps, etc. Mais là, pour l'instant, c'est encore calme et tu te réveilles en douceur. Et ça, j'aime bien. Si tu devais être une qualité, quelle qualité serais-tu? L'empathie, c'est super important et je trouve qu'on en manque terriblement et du coup, ça amène des situations où les gens ne se comprennent pas. Et juste réussir à se mettre à la place de quelqu'un 5 minutes pour comprendre ce qu'il est en train de vivre, ça rend la chose hyper puissante et ça permet aussi de mieux comprendre ses émotions à soi, parfois. Si tu étais une citation, quelle citation Il serais-tu? n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Bah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Si tu devais être un podcast, quel podcast choisirais-tu? Oh, j'en écoute plein. J'aime bien les podcasts un peu intimistes où les gens racontent leur vie. Là, dernièrement, il y a le podcast de Lena Mahfouz qui est sorti, que moi je suis depuis super longtemps et que j'adore. Et elle invite des gens qui sont très connus, mais elle arrive à faire passer ça comme une discussion de potes et du coup, ils arrivent à rentrer vraiment dans une discussion où limite ils oublient qu'ils sont enregistrés. Et je trouve ça très puissant parce qu'on se rend compte que t'as beau être Pierre Ninet et avoir fait des films de partout et être super connu et être super talentueux, tu peux douter aussi. Et je sais pas, je trouve ça intéressant c'est vraiment sincère et ça, enfin, voilà, c'est sympa à écouter. Bah ouais, de toute façon, même si on est célèbre, on reste des humains Des humains, c'est ça. avec des émotions, des choses qu'on vit chaque jour. Donc, si tu devais choisir une musique, quelle musique choisirais-tu? Ça, c'est difficile parce que j'écoute tout et n'importe quoi. Enfin, ça n'a aucune cohérence. Mais c'est pas, je dirais, à la limite, je triche un peu, je dirais une artiste. Plusieurs de ses musiques, j'aime beaucoup Ariana Grande. Si tu étais un animal, quel animal choisirais-tu? Un chat directement. J'hésite même pas. Est-ce que tu as un chat? T'en as un?
Non, j'ai pas de ça, mais ça ne saurait tarder. Ok. Allez, encore une ou deux petites questions. Si tu devais être un mot, quel mot serais-tu? Je dirais, c'est un mot positif, genre le oui, tu vois. Parce que un brainstorming ou une solution, ça doit toujours commencer par oui. Et plutôt que toujours de direct trouver les problèmes. Donc, je dirais le oui. Et une dernière. Si tu devais être une innovation technologique, quelle innovation serais-tu? Distributeur de protection périodique. Non, je rigole. Ben voilà. Il y a pas trop de technologie, mais pourquoi pas. Non, ouais, une innovation sociétale, en tout cas, je serais ça. Et après, en innovation technologique, peut-être quelque chose pour limiter un petit peu le réchauffement climatique. Parce que bon, c'est pas, Ok. c'est pas, voilà, c'est terrible, quoi. Bon, ben, merci beaucoup pour ce petit portrait chinois qui nous a permis d'en savoir un petit peu plus sur toi. On va revenir un petit peu du coup sur l'objet du podcast, hein, le mental. Et on va déjà commencer par ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous resituer un petit peu ton parcours, comment t'es arrivé à devenir chef d'entreprise? Un peu par un concours de circonstances, en vrai, parce que moi, j'ai fait une fac de droit. À l'origine, j'ai raté le concours de Sciences Po quand j'ai été au lycée. Donc, j'ai commencé un peu mon parcours supérieur, enfin mes études supérieures par un échec. Donc, j'en étais malade. J'étais vraiment dépitée d'avoir raté ce concours. Et donc, je me suis inscrite en droit un peu sans trop savoir ce que j'allais faire là-bas. J'ai fait 3 ans de licence où je me suis fait des potes trop cool, mais je me rendais bien compte que j'avais rien à y faire. Et donc, je me suis dit, je vais quand même pas totalement changer de voie. Je vais aller à l'IAE, qui est une école de management à Aix-en-Provence. Et je vais passer en RH. En fait, vu que je faisais du droit social, les RH, c'était un peu logique de passer par là. Donc, je m'inscris à l'IAE en RH, je fais ma rentrée en RH et 3 semaines après la rentrée, je rencontre Margot. On n'est pas dans la même classe, mais on a des cours en commun. Et en fait, tout de suite, on se met à imaginer des applications à créer, des innovations, de je sais pas quoi. Enfin, moi, j'avais jamais parlé d'entrepreneuriat, je savais même pas ce que ça voulait dire à ce moment-là. Mais je sais pas, avec Margot, tout de suite, on s'entend bien et on a en fait un business game qui est organisé à l'IAE en début d'année où pendant un week-end, tu dois réfléchir à créer un projet qui soit viable, qui soit rentable, qui soit innovant. Et en fait, donc nous, avec Margot, on se retrouve dans une équipe avec d'autres filles et on a l'idée de parler de règles. Donc c'est une idée qui a pas grand-chose à voir avec période, mais qui en fait en pose les bases, notamment sur le fait qu'on est sur un marché qui est tabou, qu'on est sur un marché qui est opaque, qu'il y a des problèmes comment dire, en fait, si tu veux, les industriels aujourd'hui, ils n'ont pas d'obligation de dire ce qu'il y a dans les tampons. C'est pour ça qu'il y a eu autant de scandales sur la composition, c'est que tu te retrouves avec des produits chimiques, avec des pesticides, avec du chlore, etc. Alors que à côté de ça, quand par exemple, tu lances une nouvelle crème en cosmétique, c'est hyper réglementé parce que c'est quelque chose que tu te mets sur la peau. Et donc du coup, nous, on se rend compte de ça, on se dit ok, on va réfléchir à quelque chose. Et en fait, de fil en aiguille, moi, ce week-end-là, je découvre un peu ce que c'est l'entrepreneuriat, je découvre le mindset à avoir. Moi, j'étais toujours à me dire que j'étais pas créative et là, je me découvre en fait une créativité débordante pour résoudre des problèmes. Et en fait, ça me plaît trop. Et avec Margot, vraiment, je pense que ça nous allume une petite flamme en nous, en fait, où on se dit, mais c'est trop bien. Et puis, on gagne du coup le concours avec cette idée-là. On voit l'engouement des gens autour en disant, mais les filles, c'est trop bien, faut que vous continuez, etc. Et donc, de RH, je me suis réorientée sur du marketing et plus du management. Et en fait, avec Margot, on a utilisé tout notre temps à l'école pour créer Période. Donc, c'est plus l'amour de l'idée, on va dire, et le côté un peu défi de faire quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent, qui m'a poussée vers l'entrepreneuriat. Mais vraiment, moi, j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille. Je connaissais vraiment pas le principe. Je venais pas d'un milieu business en plus, donc moi, à la fac de droit, tu devais être avocat, magistrat et c'est tout, quoi. Il y avait pas d'autre choix de carrière.
Donc, c'est pour ça que ça m'est un peu tombé dessus, quoi. C'est génial de se dire que du coup, et ça pourrait donner des idées. Du coup, tu peux intégrer une école et quand tu sors de l'école, en fait, tu as créé ton entreprise, quoi. C'est ça. Ça sera un super concept pour les gens qui ont déjà cette fibre un peu Ouais, entrepreneuriale. carrément. Et je sais qu'en plus, les écoles le développent de plus en plus parce que justement, bah, il y a de plus en plus d'entrepreneurs jeunes qui veulent se lancer. Ah bah oui, on en voit sur LinkedIn, ils ont 16 ans et ils ont déjà lancé leur C'est boîte ça, de com. c'est ça. Donc, ouais, faut être en retard là. Bientôt, on va Non, voir. là, on est déjà Dès has-been, quoi. dès le biberon, on va devoir mettre un peu de C'est ça. marketing, de com. Ok. De quoi tu es le plus satisfaite là, à ce jour? En fait, je trouve ça fou de me revoir étudiante, parce que moi, j'y croyais à fond, hein, donc pour moi, c'est logique que j'en sois là aujourd'hui. Mais avec les reculs, je me dis, on n'y connaissait rien. Et aujourd'hui, on a une boîte qui tourne avec des clients et tu vois, enfin, on travaille avec des grands noms du monde de l'entreprise que j'aurais jamais osé demander un stage là-bas, tu vois. Et maintenant, en fait, tu travailles avec eux et tu leur permets d'avoir une solution enfin, qui change un peu la vie des personnes qui l'utilisent parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Et ça, en fait, quand j'y repense et je me dis, tous les gens, en fait, qui étaient un peu, comment dire, un qui essayaient d'être bienveillants, mais qui te disaient à demi-mot que bon, ça allait pas marcher. Bah, aujourd'hui, de me dire que si, en fait, ça a marché et que même nous, on en est là aujourd'hui, ça me rend hyper fière. Parce qu'on part vraiment du niveau zéro de connaissances et en fait, on a créé un truc qui est, bon, c'était que le début, tu vois, mais qui déjà supplante un peu toutes mes espérances, quoi. Ouais, c'est un peu la magie de créer quelque chose qui n'existait pas. Parfois, Mm. on pense on crée, mais on pense que ça se trouve, ça existe déjà. Mais au final, c'est génial. Enfin, en tout cas, je trouve ça génial. Et en tout cas, bravo pour votre audace et Merci. votre détermination et votre travail aussi. Parce que de toute façon, moi qui viens plus du sport et en tout cas de l'excellence sportive, aussi bien chez les jeunes que chez les adultes, de toute manière, hein, on peut très bien développer des compétences, mais si on les travaille pas et si on n'est pas déterminé à Mm. réussir, c'est rare que C'est le ça. résultat soit au bout. Donc, après, il faut compter sur le temps et aller un tout petit peu de chance. Ouais, Mais un peu beaucoup quand même. la chance, on se la procure soi-même, hein, c'est souvent ce que je Mm. dis, quoi. Et par son envie de réussir. Et son entourage aussi, c'est important, comme tu disais tout à l'heure. On aura toujours des gens en face de nous pour nous dire que ça va pas être possible, etc. Mais bon, je crois que ces gens-là, en fait, c'est surtout d'eux qui parlent. Donc, Ouais, c'est ça. faut pas les écouter, quoi. Bon, en tout cas, c'est super inspirant. On commence bien déjà ce podcast, j'aime Mhm. bien. Donc forcément, si je te dis rendre possible l'impossible, c'est une Je te phrase qui te dirais parle, qui te fait écho. que, ouais, complètement. J'ai, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, parce que bah, une qualité poussée à l'extrême, c'est un peu un défaut, mais moi, c'est un truc que j'ai toujours, en fait, je ne conçois pas que les choses soient impossibles. Pour moi, c'est juste qu'on n'a pas réussi à réfléchir assez au problème et à, tu vois, le tourner dans un sens, dans l'autre pour que ce soit possible. Mais justement, en fait, quand tu quand es au début d'un projet, quel qu'il soit, on a trop tendance à te dire: «Oui, mais non, mais ça marchera pas parce que, tu vois, lui, il sera pas d'accord. Oui, mais non, mais ça, c'est impossible parce que machin». Et en fait, du coup, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec le oui et le positif, c'est que ça coupe net ta créativité. En fait, si aujourd'hui il y a quelque chose qui est impossible, ça veut juste dire qu'on n'a pas pensé à la bonne manière d'aborder le problème, tu vois? Donc ouais, ça me parle de fou. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, comme tu dis, je parle souvent, moi, de la montgolfière, prendre de la hauteur, Ouais, c'est ça. regarder les choses de manière un peu plus loin, un peu plus éloignée pour pas avoir le nez dedans ou comme on dit, le nez dans le guidon. Et parfois, en s'extrayant des choses, on voit mieux les solutions aussi. Mmh, tout à fait. Ok, ok. Bon, là, on va rentrer dans le dur, hein. On va rentrer dans le mental. Ouais, ça y est, On va parler de c'est temps parti. mental. Si
tu devais définir ce mot, le mot mental, toi, comment Le tu le mental, définirais? euh, je dirais que c'est la petite voix dans notre tête qui nous parle. Alors, je sais que pas tout le monde a cette petite voix, mais moi, j'ai une petite voix dans ma tête que j'entends et enfin, qui pense, tu vois. Et je dirais que c'est ça, en fait. C'est cette capacité qu'on a, en fait, à soit se booster, soit se détruire personnellement, suivant comment notre mental va, tu vois. Ouais, je dirais que c'est ça. Ouais, en prépa mentale, on parle de discours interne. Mm. C'est-à-dire, voilà, c'est les pensées positives ou les pensées parasites qu'on pourrait avoir et qui peuvent en tout cas nous inhiber. Et du coup, souvent, on travaille un petit peu là-dessus. Voilà, la petite voix, les auditeurs, ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est ça, ce n'est pas non plus. Voilà, voilà. Et si tu devais définir une personne qui a un bon mental, tu la décrirais comment, cette personne? Je dirais qu'elle vit avec sérénité. Tu vois, c'est pas nécessairement toujours le, le côté un peu cliché et un peu malsain qu'on peut voir sur les réseaux, parfois sur le faut toujours être positif, faut pas faut pas se laisser polluer par le négatif. Moi, je pense que pour apprécier le positif, il faut parfois passer par des moments douloureux ou des moments négatifs. Et les émotions, elles sont là aussi positives que négatives pour nous faire exister. Et je dirais que quelqu'un qui a un bon mental, c'est quelqu'un qui en fait est juste serein par rapport à ça et qui va laisser ses émotions négatives exister au même titre que ses émotions positives et vivre en fait tout ça avec la même intensité. Ouais, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il va être capable de les identifier, bonnes ou mauvaises, et de les accepter, de les traiter et d'en faire quelque chose. C'est ça, je pense que ça fait plus de mal en fait d'essayer de supprimer ces émotions négatives en disant non, il faut pas que je sois triste, il faut pas que je sois en colère parce que c'est pas bien. Du coup, en fait, ça te crée une espèce de boule d'énergie que tu caches, que tu enfouis. Et je pense que du coup, il y a un moment en fait où c'est plus fort que toi et ça ressort. Et donc, Ouais, quelqu'un qui aurait un beau mental, il aurait cette sérénité de se dire, OK, là, je suis pas dedans, c'est pas grave. On va y réfléchir, on va se poser. Je pense qu'en fait, la technique de l'autruche ou du déni, c'est la pire chose à faire pour notre mental. Et donc, la personne qui a un bon mental, elle fait pas l'autruche. ouais, mais t'as raison, finalement, c'est poser des mots sur les émotions qu'on vit pour finalement instaurer un dialogue avec quelqu'un qui va nous permettre aussi d'en parler pour mieux s'en extraire ou pour aider à réfléchir mais après toutes les émotions elles sont importantes hein. Mmh. C'est-à-dire Là, elles quand sont on là a pour une peur, raison. voilà, quand on a peur, c'est qu'on est peut-être forcément en danger par rapport à quelque chose, une intuition ou quelque chose qu'on a vu. Donc en fait, il faut vraiment prendre en considération toutes ces émotions pour pouvoir adapter la meilleure réaction possible en fonction du contexte. Et ça c'est important. T'as tout à fait raison. Alors c'est vrai que on parle de plus en plus de développement personnel et on parle beaucoup de psychologie positive. Mais c'est vrai que oui, il faut rester avec un mindset positif, ça je suis d'accord, mais il Mmh. faut être, comme tu dis, être en capacité d'accepter ce qui vient, bon comme mauvais, parce que de toute manière, c'est comme on dit souvent, hein, c'est dans les difficultés qu'on se crée ses plus belles opportunités et qu'on progresse en tant qu'être humain, quoi. Mmh. Carrément. Dans la résolution des problèmes, parce que si t'as jamais de problème, tu peux jamais les résoudre, en fait. C'est un peu c'est exactement ça et c'est un peu la même chose que si t'es tout le temps heureux, au final, t'es juste rien, tu vois. Enfin, je veux dire, si t'es tout le Ouais. temps, en fait, tu sais, quand t'as eu un truc vraiment nul où t'es démoralisé, et après il se passe un petit truc positif, et ben tu le vis trop bien parce que tu dis waouh, c'est génial. Là, j'ai passé 3 jours au fond du trou. Là, ça va beaucoup mieux. Alors que si tout le temps il se passe des choses bien, notre cerveau, en fait, il est toujours habitué à vouloir plus. Donc, en fait, au bout d'un moment, t'es blasé. Et du coup, c'est dommage. T'as tout à fait raison. Je suis en phase, aligné avec ça. Si on parle de confiance, comment toi tu te situes par rapport à la confiance? Est-ce que tu as toujours eu confiance en toi et c'est quelque chose que tu cultives depuis longtemps ou t'as pas toujours eu confiance en toi en fonction des domaines et tu as appris à gagner en confiance avec le temps? Ça, c'est un sujet qui est super dur parce que pendant longtemps, je mélangeais confiance et estime.
Je mélangeais la confiance en moi, où j'étais persuadée de pas avoir confiance en moi. Et paradoxalement, je me suis jamais trop laissée influencer dans mes choix, notamment, tu vois, quand tu es jeune, tu hésites entre la filière scientifique et la filière littéraire. Alors, je crois que ça n'existe plus, mais bon, bref. Euh, Tu vois, et moi, en fait, tous mes potes étaient partis en scientifique et moi, je m'étais dit non, moi, je vais aller de ce côté-là. Pareil pour les études. Enfin, moi, j'ai toujours un peu su où j'allais et même au moment de monter ma boîte, que ce soit mes parents, mes amis, ils n'avaient pas toujours compris ce que je faisais, mais je me suis jamais laissée polluée par ça et j'ai toujours su en fait ce que je voulais faire et là où je voulais aller et parce que j'avais confiance en mes capacités mentales et j'avais confiance en moi. Mais après, physiquement, en tant que jeune fille, c'est compliqué d'avoir confiance en soi. Et c'est pour ça que je te parle de mélange en fait entre confiance et estime. C'est que moi, j'ai toujours dit, j'ai confiance en ma tête, mais j'ai pas confiance en mon corps. Alors qu'en fait, pour moi, c'était plus une histoire d'estime de moi, d'image corporelle, tu vois, de complexe que je pouvais avoir quand j'étais ado et que j'ai encore aujourd'hui. Hein, je vais pas faire genre que c'est guéri, mais on y travaille. Alors que voilà, tu vois, mes capacités intellectuelles, on va dire, et l'ambition que je pouvais avoir, ça, j'ai toujours eu confiance en moi, en fait. Ok. Bon, maintenant, tu sais faire la différence entre la confiance et l'estime. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que souvent, l'estime, elle se construit dans son enfance et auprès de ses parents, hein, et auprès de l'école aussi, de l'environnement qui nous entoure. Et c'est en ça que c'est vraiment important d'avoir aussi d'être bien entouré, d'avoir des parents qui nous donnent des preuves d'amour, mais qui nous encouragent aussi à oser, à apprendre à faire des choses aussi. C'est vraiment important d'avoir un discours et de créer l'action, en fait. Créer l'action pour montrer qu'on est capable d'eux, en fait. Ouais, c'est Voilà. ça. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu as déjà eu des... Alors, j'aime pas ce mot-là. Alors, je vais le dire quand même parce que souvent, c'est celui qu'on emploie. C'est le mot échec. Moi, je préfère le transformer par le mot expérience. Donc, est-ce que tu as déjà eu des expériences malheureuses dans le monde professionnel ou personnel? Et quand tu as des choses comme ça, comment tu fais pour redorer ta confiance, ton estime? Est-ce que tu as toi, comment tu fais pour rebondir? Comme je te disais tout à l'heure, un des premiers échecs que j'ai vécu, ça a été de rater le concours de Sciences Po. Et en fait, il y avait un peu tu vois, ce truc du joueur de n'importe quel sport qui s'est préparé pendant un an pour ça, que tout le monde voit vainqueur et qui en fait il échoue. C'est un peu moi. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une prépa pendant un an en post-bac, une prépa pardon, spécifique au concours Sciences Po. Donc pour intégrer les différents Sciences Po en province. Et en fait, donc on était toute une classe de genre 24-25 personnes et moi j'étais une des meilleures. Tu vois, il y avait un peu ce peloton de tête entre guillemets sur la classe et tout. Et du coup, moi tout le monde me disait non mais toi c'est bon, trop facile et tout, tu vas l'avoir, il n'y a pas de doute là-dessus. Et en fait, enfin j'étais très amie avec un garçon et une fille, donc on formait un petit trio, tu vois, on va être trop fort et les deux ont été pris et moi non. Et du coup, ça m'a miné. En fait, moi, je basais toute ma personnalité là-dessus. C'est-à-dire que j'étais la fille brillante qui allait aller à Sciences Po, qui allait trouver sa voie et sa carrière à Sciences Po parce qu'elle avait aucune idée de ce qu'elle voulait faire. Et mes parents m'ont toujours dit que pour faire des études, il valait mieux un truc hyper large, enfin un cursus hyper large pour pouvoir choisir le plus tard possible. Et donc, c'est eux qui m'avaient parlé de Sciences Po en me disant, c'est généraliste, donc tu fais tes études les plus générales possibles et tu choisiras après. Et donc, en fait, le jour où j'apprends que je suis pas prise, il y a un peu mon monde qui s'effondre parce que je me dis, mais déjà, je suis super nulle. Mes parents vont être hyper déçus de moi. Enfin, c'est la honte aussi, tu vois. Genre, je me prends un peu ce truc de, mais c'est la honte. Tout le monde va savoir que j'ai raté. Alors que tout le monde était sûr que je l'aurais, tu vois. Et donc, du coup, je passe un été vraiment, en fait, il y a ce truc un peu revanchard où je me dis, je m'en fous, je le repasse. À la fois, moi, dans ma tête, ça passe pas du tout. C'est vraiment genre l'échec de ma vie. C'est le premier que je vis, tu vois.
moi, j'ai toujours eu une scolarité où j'ai jamais été la première de la classe, mais j'ai toujours su me dépatouiller. J'ai sauté une classe, donc on m'a beaucoup répété que j'étais intelligente, que j'étais surdouée, que j'étais je sais pas quoi. Donc, moi, dans ma tête à ce moment-là, je comprends pas ce qui n'a pas marché. Et donc, forcément, on m'a menti et je suis pas si forte que ça, tu vois. Et en fait, donc, j'arrive le premier jour à la fac, à la rentrée, où je me suis inscrite par dépit. Je suis dépitée d'être là. C'est la première fois que je me retrouve du coup avec des gens qui ont mon âge, puisque moi, j'avais sauté une classe, et là, je me retrouve avec des gens de mon âge. Donc, j'ai perdu cette spécificité, entre guillemets. Donc, vraiment, enfin, voilà, je suis en remise en question totale et j'ai une fille qui était dans ma classe en prépa. On se retrouve, en fait, complètement par hasard à la fac et la première chose qu'elle me dit, c'est: «Mais t'as pas réussi, toi? Mais t'étais super forte pourtant.» Moi, je me, je suis vraiment au fond du trou. Je suis en mode: «Non, mais là, c'est beaucoup trop.» Et en plus, ce qui était horrible, c'est que comme, du coup, mes 2 meilleurs amis avaient réussi Sciences Po et ils étaient à Aix aussi, et ben, je faisais toutes leurs soirées, je traînais tout le temps avec eux. Donc, j'étais vraiment le vilain petit canard parce que j'étais celle qui voulait y aller, mais qui n'avait pas réussi. Et donc, en fait, ça m'a quand même duré super longtemps. J'ai repassé le concours en première année parce que tu peux après avoir des équivalences où tu rentres dès la deuxième année, etc. Je l'ai encore raté. C'est-à-dire qu'une semaine avant, j'avais eu la grippe et tout. Enfin, tu sais, vraiment, l'univers me disait: «Arrête, passe sur autre chose.» Et en fait, je sais pas, je pense que au bout d'un moment, en fait, d'avoir fait échec sur échec et d'avoir vu un peu ce que c'était de l'intérieur aussi, je me suis dit: «Mais déjà, ça veut pas dire que les gens sont meilleurs que toi s'ils ont réussi. Ça veut juste dire que, bah, ils ont réussi et toi non.» Et je me suis rendu compte surtout, après que mon parcours, il était tellement parfait pour m'amener, bah, à rencontrer Margot, à créer Période et à m'épanouir dans cette, voie-là, que voilà, tu vois, ça m'est venu, quelques années plus tard en me disant: «Mais j'avais rien à y faire.» Et en plus, pour la petite histoire, Margot a aussi raté le concours Sciences Po, donc tu vois, ça nous a fait un truc, une expérience commune, Ah, un point un point commun. commun, ouais, c'est Et ça. j'ai envie de rebondir un petit peu sur une thématique que j'aborde souvent, en fait, c'est le regard des autres. Du coup, comment tu as vécu ce regard des autres par rapport à, tu vois, quand tu Mmh. rencontres en tout cas une étudiante et qui te dit, bah, qu'est-ce que tu fais là, en gros, je pensais que tu avais réussi. Comment tu as vécu Ouais. ça, cette période? Comment tu l'as géré? Ah, c'est horrible, mais parce qu'en plus, moi, j'ai toujours eu du mal avec ça. Tu vois, le collège, le lycée, surtout le collège, tu as beaucoup ce truc où tu te construis par rapport aux autres aussi et parce que tu grandis pas à la même vitesse, tu vois, tu te sens épié, tu te sens jugé. Et ça, c'est vrai que j'ai même encore un peu du mal aujourd'hui, parfois, avec le regard des autres, parce que je sais pas, je te dis, c'est un truc qui est un peu drivé par la honte aussi. C'est un sentiment où, en fait, faut pas que tu aies la honte. Et donc, pour moi, en plus, à ce moment-là, cette fille qui me dit ça, après, c'est devenu une de mes meilleures amies. Mais ce moment où elle me dit ça, en fait, elle est vraiment triste pour moi, parce qu'elle, elle l'a raté, mais elle le savait qu'elle le raterait et elle comprend pas ce que moi je fais là. Et sauf que moi, j'ai déjà envie de disparaître de la fac. Tu vois, j'ai envie de raser les murs pour qu'on me voit pas. Et en plus, elle me dit ça. Donc, je crois que j'ai une réaction genre: «Ah ah, non, je l'ai raté, mais c'est pas grave.» Alors qu'au fond de moi, j'ai juste envie de fuir. Et, et après, pareil, dans les soirées Sciences Po, alors, je suis pas toujours identifiée comme celle qui est pas dans notre classe, donc qu'est-ce qu'elle fout là, c'est bizarre. Mais c'est vrai que parfois, quand je discute avec eux: «Ah, et toi, du coup, t'es pas avec nous? Ah, ok, d'accord, machin.» Et en fait, c'est plus moi qui imagine que c'est important pour eux, alors que je pense que eux s'en foutent parce que enfin, Aix, c'est une petite ville, tu vois, et c'est très fréquent que les étudiants d'un pôle traînent avec d'autres. Et en fait, enfin, la fac de droit et Sciences Po, ils sont toujours foutus ensemble. Et donc, c'est pas nécessairement un problème, mais moi, pour moi, c'en était un. Pour moi, c'était: «Mais ils doivent le savoir, que je suis pas, que j'ai rien à faire là, et eux, ils ont réussi et moi non.» Et donc, ouais, non, le regard des autres, ça a été difficile, et ça l'est encore aujourd'hui, hein, je vais pas mentir, puis tu sais, quand on t'a toujours appris que justement tu étais brillante, donc en fait, tu allais tout réussir. Quand tu rates quelque chose, moi, j'ai un peu un problème avec mon propre échec. J'ai pas le droit à l'échec parce que enfin, je m'autorise pas à avoir Ouais. des échecs parce que justement, j'en ai vécu peu
et du coup, c'est pas nécessairement une bonne chose parce que ça te fait un rapport hyper malsain avec l'échec. Avec les expériences pas réussies. Les expériences malheureuses. Moi, les échecs, c'est juste un jeu. Tu sais, c'est le jeu avec les pions, Ouais, quelle avance. c'est ça. Mais ce que je trouve que quand on est trop, mais les gens sont trop vite focus sur je vais me planter, je vais être en échec. Et très Mmh. souvent, bah, rien que le fait de le visualiser ou de le mentaliser, t'amène à échouer en fait. Bah, ouais, si tu le projettes, forcément, en fait, c'est surtout quand tu as pas d'autres options, tu vois? Moi, en fait, j'avais pas d'autre option que de réussir Sciences Po. Donc quand je l'ai raté, j'étais complètement démunie parce que je me disais: C'est impossible que bah, ma vie, elle est foutue. Bah, ça y est, j'ai 18 ans, ma Ah, vie est foutue. c'est un mauvais rêve, je vais me réveiller. Ouais, c'est ça. Et Ok. c'est pareil, quand tu as ton entreprise, tu vois, tu te dis: «C'est pas une option, je peux que réussir». Et donc dès qu'il se passe quelque chose, de négatif, tu perds un gros client, tu fais une négo qui se passe pas bien et donc en fait, le chiffre d'affaires que tu pensais, que tu pensais sécuriser, tu l'as pas. Donc tu te retrouves, à galérer parce qu'en fait, enfin, tu vois, nous on commence l'entreprise, premier confinement. Bon, OK, après tu sors de là, bon, bah, tu réussis tant bien que mal à faire ta première année. La deuxième année, on se retrouve à faire beaucoup de marchés publics, donc tu perds un peu cette phase de négociation. Donc en fait, il y a beaucoup de choses où tu te fais des idées de, «Mon entreprise, elle va être, merveilleuse, elle va être, trop forte et je vais, devenir, la prochaine millionnaire». Tu vois? Dans le sens où, tu t'imagines forcément réussir et quand la réalité ressemble pas à ce que tu t'es imaginé, bah, du coup, tout de suite, tu pars en négatif en disant: «Non, mais en fait, je vais pas y arriver du tout et en fait, je vais me planter tout court et ça va être, catastrophique». Alors qu'en fait, on peut peut-être juste se calmer et voir la truc étape par étape et ça a été un truc à apprendre aussi, moi, pour moi, l'idée, elle était tellement géniale que j'avais limite aucun effort à faire et tout le monde allait y adhérer et donc c'est pas le cas. Ok. Toi qui es dans le monde de l'entrepreneuriat, je pose souvent, ça fait longtemps que je ne l'ai pas posé cette question, mais elle a trait un petit peu à la motivation. Bah déjà, est-ce que tu as déjà des éléments qui te permettent de te motiver? Et la deuxième question, c'est est-ce que selon toi, il faut avoir un plan pour réussir? Alors, pour ta première question, est-ce qu'il y a des choses pour, rester enfin, c'est pour rester motivé ou ouais, pour Ouais, se pour motiver? les choses que toi tu utilises toi pour toujours être motivé par rapport à tes objectifs ou motivé si tu as un coup de mou. Qu'est-ce que tu utilises un petit peu comme... Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais je coupe, j'arrête. En fait, quand je n'ai plus de motivation, je forcer le truc. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, par rapport à, tu vois, le fait d'avoir un de pas avoir l'option d'arrêter, tu vois? Si tu en fait, tu dis: «OK, je suis pas motivée, mais c'est pas grave, j'y vais, je m'en fiche, machin», tu t'épuises et en fait, après, la moindre tâche, te semble, impossible et du coup, quand je suis plus motivée, j'accepte que je le suis plus et du coup, je me laisse le temps que ça revienne, tu vois? Hem, si pendant, si j'ai eu un mois hyper intense où j'ai fait que courir partout et que, je me rends compte que, bah, j'arrive même plus à lire ma boîte mail, sans avoir envie de de partir en courant. Ben je j'éteins, tu vois, je pose une après-midi, je pose, tout mon travail, j'y retourne le lendemain et en fait, paradoxalement, ça, alors au début, ça peut avoir l'effet inverse, tu vois, de te faire culpabiliser. Genre moi, au début, j'arrivais pas à prendre des vacances, à prendre des jours off. Je me disais: «Mais non, mais ça a pas été fait et si moi je travaille pas, ben ma boîte elle existe pas». Donc tu es obligé, en fait, tu vois, tu te retrouves dans un truc un peu malsain de je suis obligée toujours d'être à fond et en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, déjà, c'était pas ma manière de fonctionner. Moi, tu vois, toutes mes études, j'ai fonctionné au «talent» entre guillemets, enfin, c'est-à-dire que je préparais pas et d'un coup, je surperformais. Donc c'est moi, dans l'urgence, je suis très forte, sauf que dans la vie de tous les jours et donc quand on a une entreprise, on ne peut pas toujours être dans l'urgence, sinon on s'épuise. Donc c'est en fait en faisant moins parfois que ça me permet de rester motivée et
Et après, pour la motivation vraiment du projet en lui-même, la semaine dernière, avec Margot, on a reçu une mauvaise nouvelle. Un de nos clients qui avait représenté une grosse partie de notre chiffre d'affaires qui ne nous suit pas, qui a changé de fournisseur. Et en fait, en l'apprenant, j'étais vraiment au 36e dessous. Je me suis dit, là, c'est impossible qu'on s'en sorte, en fait. Enfin, c'est impossible qu'on arrive à ressortir vainqueur de cette histoire. C'est-à-dire que pour moi, c'était la fin. C'était hyper important. Enfin, tu sais, c'est la montagne, elle te tombe sur la tête. Voilà, ça y est, c'est comme ça, c'est impossible. Et en fait, d'avoir pendant 1 heure avec Margot, d'avoir posé ce qu'on était en train de faire et d'avoir discuté de ça en disant, mais en fait, on arrête? Non, on n'arrête pas? Bah non, parce que enfin, ça nous fait toujours vibrer, mais tu vois, de se dire qu'en fait, dans tous les métiers, tu as ce genre de choses, c'est pas propre à moi, ça veut pas dire que moi, j'ai fait quelque chose de mal, c'est juste, c'est la vie, c'est comme ça. Et en fait, d'avoir à un moment ouvert cette porte de non, mais en fait, enfin, là, j'arrête, j'en ai marre, c'est plus possible, machin. Et ben, le lendemain, je suis revenue et j'étais surmotivée. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est pas cette histoire qui me définit, c'est tous les autres aussi, parce que bah, j'ai pas que ça, enfin, j'ai pas que eux comme clients, j'en ai plein d'autres. Et donc, c'est juste c'est juste un caillou dans ma chaussure, tu vois, c'est pas juste la Ouais, je fin. comprends, ouais. Je comprends. Mais c'est vrai que oui, il faut quand on est entrepreneur et que c'est vrai que si c'est un client qui représente une grande partie du chiffre d'affaires, c'est sûr que Ah ouais, ça doit pas être une bonne nouvelle à gérer ah non. quand on l'apprend. Mais bon, en tout cas, comme on dit souvent, qui laisse sa place, il y a souvent quelqu'un qui va peut-être profiter de l'opportunité ou voir. Si on t'entend, Bah ce ouais, serait pas j'espère. mal. J'espère. Et c'est quoi du coup ton positionnement par rapport à est-ce qu'il faut avoir un plan pour réussir? Est-ce que tu penses qu'il faut nécessairement un plan? Je pense que n'importe qui te dirait oui. Moi, en fait, j'aime pas trop le concept de plan parce que c'est jamais vrai. Et du coup, c'est hyper frustrant de créer un plan qui se réalise pas et du coup, tu te dis: «Ah, je suis nulle, il s'est pas réalisé». Moi, je préfère me dire: «Qu'est-ce qui me motive aujourd'hui à faire ça? Où est-ce que j'ai envie d'amener, mon entreprise?» Enfin, je suis déjà fière de moi, mais je serai fière du parcours de l'entreprise le jour où il se passe ça. Et donc, je suis pas hyper fan de dans 1 an, je fais ça, parce qu'après, dans 3 ans, je fais ça, et en fait, dans 5 ans, je suis présidente du monde parce que ça, tu vois. Mhm. Moi, en plus, je pense que ça, c'est un biais de génération Covid. Tu as monté ta boîte et 4 mois après, la pandémie mondiale a fait fermer la Terre entière. Mais moi, j'avais des grands plans et il y a un petit virus qui est arrivé et qui a chamboulé toute la conjoncture du monde. Tu vois, pareil, en début d'année, on a eu des grosses difficultés avec Margot pour trouver des clients parce que entre les élections, la crise, enfin la guerre en Ukraine et puis plus tard la crise du pétrole, en fait, ça, c'est des choses que tu peux pas contrôler et que tu peux pas savoir que ça va exister. Donc moi, j'ai du mal à me dire non mais là, dans 3 ans, c'est simple. En fait, il va se passer ça, ça, ça. Et moi, j'ai comme ambition de faire ça parce qu'à tout moment, je sais pas quoi, là, tu vois, genre il se passe encore un truc de fou et qui fait qu'en fait, il y aura encore un ralentissement de l'activité parce que faut dire aussi qu'on est dans une période particulièrement complexe en termes d'inflation, de clients qui vont devenir peut-être frileux parce que, parce que tu payes de plus en plus cher certains trucs, etc. Donc, moi, je préfère me dire, voilà, moi, j'ai envie d'aller là, j'ai envie que période ce soit ça, et j'ai envie que les gens, quand ils pensent à période, ils se disent que c'est une entreprise engagée qui fait des choses pour changer la société, mais je préfère pas trop préciser ce plan parce que je me dis que, comme je te dis, en fait, on n'est pas sûr de nous, on sait pas où on va et que du coup, je préfère éviter de me dire, ah non, mais trop bien, alors qu'en fait, je sais pas, il y a le Covid qui revient et tu te retrouves confiné. Et quand je t'écoute, en fait, ça me fait penser un peu à
À Christophe Colomb. Et oui, tu es Ma sur le foi. bateau et puis il était parti pour une destination et puis Ouais, finalement bah, c'est il a ça. découvert l'Amérique et il est passé par plein de, enfin voilà, dans son bateau, il a dû avoir plein de péripéties, peut-être des tempêtes, des Ouais, il moments a de vu des calme, hein. cailloux qui étaient pas là normalement, tu vois. Bah Voilà. là, moi, c'est Ça, pareil. ça me fait un peu penser un peu à ça en fait, tu vois, le navigateur qui prend le bateau, il sait à peu près où il va, mais voilà, il sait pas trop Il à quel aimerait moment bien, il va arriver, combien de temps ça va lui prendre, ouais, etc. ouais, il aimerait bien aller en Inde, mais en fait, il y a un continent entre les deux, tu vois. Bah là, c'est un peu l'idée, c'est un peu ça. On aimerait bien aller là-bas, mais on sait pas ce qu'on va trouver en chemin. Et c'est ça qui rend le truc intéressant aussi, tu vois. C'est pour ça que moi, je suis pas trop dans l'anticipation de base dans ma vie aussi, tu vois. J'aime bien les choses spontanées, j'aime bien les petits moments que tu n'avais pas forcément prévus et en fait, bah, c'est trop bien parce que ça t'a donné, tu vois, enfin, typiquement, enfin, en fait, mon histoire entrepreneuriale, elle est hyper spontanée. Donc, forcément, peut, ça peut que être spontané le reste, tu vois. Avec Ouais. forcément parce qu'après, voilà, il faut aussi que tes aspirations, ce que tu as envie de faire, etc., faut quand même que ce soit réfléchi, tu vois. Enfin, je veux dire, faut pas non plus être en mode, oh, bah, on verra bien. Moi, je sais pourquoi je fais ça, je sais ce qui me motive dedans, je sais ce qui me plaît. Et voilà, pour ça, j'ai la mal de le savoir. Oui, tu mets du sens dans tes actions. Voilà, c'est ça. Mais après, de là à dire, il me faut un plan détaillé, non, ça, j'ai du mal. Non, mais c'est une question que j'aime bien poser parce que tout le monde n'a pas le même Mmh, positionnement. J'aime bien souvent complètement. aussi faire le parallèle avec un athlète qui, par exemple, qui prépare les Jeux Olympiques. Mmh. Oui, il sait que son objectif, c'est d'être présent le jour J pour son épreuve et éventuellement avoir une médaille d'or. Mais tu sais pas si en chemin, il va pas se blesser, s'il va pas y avoir quelque chose. Je veux dire, on le voit bien, regarde avec la Coupe du Monde de football, ceux qui étaient sur la liste, il y en a eu 3 ou 4 qui sont rentrés à la maison pour blessure. Mmh. Et finalement, Et ouais, et c'est d'autres qu'on a appelés finalement qui, au final, vont vivre un rêve qui, finalement, quand il y a eu la première liste, oui, bah, qu'ils avaient tu vois, dû faire une croix dessus et en fait, ouais. bah, et c'est pour ça qu'en fait, tu vois, tout à l'heure, tu parlais du facteur chance. Il y en a aussi indéniablement un peu à un moment. Tu as un peu des coups de baguette magique comme ça, par-ci, par-là. Euh, et c'est pour ça que d'avoir un plan trop détaillé, bah, pour moi, en tout cas, c'est pas hyper intuitif. Ok, ok. On va parler un peu de ta gestion des émotions. Donc, tu me disais que tu pouvais avoir dans l'entrepreneuriat, tu peux avoir des coups de bourre, c'est-à-dire pas mal de choses à faire. Après, tu m'as dit que tu aimais quand c'était à flux tendu aussi, que c'était Mm. c'est dans ces moments-là où tu étais hyper efficace. Bah, justement, comment parce qu'il y a des gens qui le sont pas efficaces quand il y a trop de choses à faire et puis il y en a d'autres qui le sont. Comment tu l'expliques? Comment tu t'organises pour être efficiente dans ces moments-là et bien gérer tes émotions en même temps, quoi? Alors, pendant longtemps, ça a été de la survie. Donc, c'est là où, justement, je me suis, j'ai enfin compris à quel point j'étais anxieuse. Que pendant longtemps, j'avais une vague idée. Tu vois, parfois, je faisais des crises de panique, parfois, j'avais des oppressions à la cage thoracique, etc. Mais moi, je me disais, ouais, c'est le stress, on est tous stressés. Sauf que, bah, à un moment, quand c'est ta boîte et que tu peux pas penser à autre chose tous les jours, je me suis rendu compte que vraiment, j'avais un souci en termes d'anxiété et en termes de gestion des émotions. Et si bien que parfois, mon corps stressait par réflexe. C'est-à-dire que j'avais aucune raison de me sentir mal. Tu vois, tu étais devant la télé le soir sur ton canapé. Et d'un coup, je me sentais vraiment, j'avais du mal à respirer et tout. Et j'essayais de raccrocher des événements en disant, c'est ça qui te stresse? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Et en fait, j'avais pas nécessairement la réponse. Et c'est en ça où je me suis dit, là, ton corps, il est trop habitué à stresser. Il le fait limite par réflexe. Et ça, c'est pas bon. Et donc, du coup, c'est là où j'ai essayé de justement, bah, enfin, tu vois, je fais de la sophro, etc. J'essaye de me détendre un peu et de respirer. Parce que ça, pareil, au début de période, je respirais super mal. Et je sais que c'est
hyper bizarre de dire ça. Mais en fait, tu vois, j'avais quelqu'un au téléphone et je parlais tellement du haut du corps, tellement vite, tellement un peu stressée que du coup, j'étais essoufflée juste en parlant. Et c'est en ça où je me suis rendu compte que j'avais un souci de respiration, tu vois, que j'étais jamais en respiration profonde, j'étais toujours en survie. Et du coup, bah, pour gérer tous ces... Parce qu'en fait, c'est pas tellement pour moi la charge de travail qui va me stresser, c'est plutôt l'inquiétude de l'avenir. C'est pour ça aussi peut-être que j'aime pas faire des plans parce que tu vois, t'es là un dimanche soir sur ton canapé, tu regardes la télé, tout va bien, et d'un coup, t'as ton cerveau qui te dit mais si on n'a plus jamais de clients, il se passe quoi? Et du coup, je sais pas. Et donc du coup, j'ai grave des trucs comme ça où mais imagine ça marche pas, on fait quoi? Et en fait, c'est plus ça qui me tétanise et qui me fait peur et qui, du coup, me crée de l'anxiété et ça m'a créé des insomnies. Donc après, peut-être, t'arrives le matin, t'es décalqué. Donc, enfin, t'as plus du mal, en fait, à faire vivre ton entreprise au quotidien parce que toi, en fait, t'es complètement, t'as peur, tout simplement. T'es complètement consumé par la peur. Mais de la peur, en plus, qui te donne pas forcément l'énergie parce que, tu vois, c'est un peu, quand je te parlais tout à l'heure de ce scénario catastrophe, entre guillemets, du gros client qui ne passe plus par toi, ça, c'est un truc que ma tête, elle aurait pu me dire. Mais sauf que si je suis dans l'anticipation de ce truc, je vais pas le régler puisqu'il n'existe pas ce problème. Donc, je vais me retrouver juste à m'inquiéter et à angoisser de ça. Alors que le jour où ça arrive, eh ben là, ma peur, elle va vraiment utiliser sa fonction première de OK, coup de pied, tu vois, quand tu te noies, là, tu mets un coup de pied au fond de la piscine, tu remontes et je fais quoi? OK. Alors que juste d'avoir peur de l'avenir et de m'inquiéter d'un truc qui potentiellement peut arriver, mais potentiellement ne peut pas arriver, ça, c'était trop énergivore et c'était trop, anxiogène aussi, quoi. Donc ça a été sur ça qu'il a fallu que je travaille, en fait, de me dire: «Ton problème, tu le règles quand il existe et Mhm. après, le reste, on n'y pense pas». Ouais, du coup, c'est ce qu'on peut arriver. Ce qui arrive souvent, enfin, moi je l'ai vécu plutôt dans le sport, c'est quand tu te projettes dans une victoire et que finalement, en fait, t'as pas encore fini le match. En fait, t'es absent du moment présent et Exactement. tu te projettes sur quelque chose qui est pas encore fait, en fait, pas réalisé. C'est souvent là où tu rates plein de choses, puisqu'en fait, le moment présent, il est bien présent. Mmh. Et si t'es pas focus à ce moment-là pour jouer le coup qu'il faut jouer au bon moment, bah, finalement, c'est à ces moments-là, souvent, tu perds, en fait, parce que t'es passé à Mmh. côté. Et, Ah mais complètement. ça arrive et très souvent dans le sport. Mmh. Quand on se voit trop beau ou qu'on anticipe le résultat et que du coup on se dit bah c'est bon, on a gagné quoi, il n'y a pas besoin on va préserver le score ou Ouais, là, ça parce va qu'en trop fait, facile. Et là, ouais, c'est ça. Et c'est là souvent que bah du coup tu t'envoies tellement ce message à ton cerveau que c'est gagné que finalement il se dit bah c'est gagné donc hop il se met en mode économique, mode bah c'est gagné et c'est souvent ça en fait. C'est un peu des ouais, comme tu dis, c'est des réflexes, en fait, finalement, après, qui se mmh, créent. C'est tout à super fait. intéressant, en fait, en tout cas, ta manière d'intellectualiser, en tout cas, ce process, en fait, de Mmh. comment ça s'arrive. Et puis, du coup, bah, finalement, du coup, c'est la sophrologie, du coup, qui t'aide du coup, à rester sur le moment Ouais, présent. ça a été le plus efficace parce qu'il y a j'avais essayé la méditation, mais en fait, quand ta tête, elle est inquiète, c'est difficile enfin, en fait, quand c'est des pensées comme ça que tu contrôles pas, c'est difficile de venir dire à ton cerveau, vas-y, calme-toi, ça va aller. Et en fait, la sophrologie, ce que j'aime bien, c'est il y a un côté très physique, très, tu vois, c'est des exercices où tu inspires, tu restes en apnée pendant quelques temps, et ça, en fait, l'apnée, ça te shoot un peu, parce que forcément, ton cerveau, manquant d'oxygène, il est un peu en ouh là là. Et donc, ça te force à prendre des plus grandes inspirations et à vraiment ressentir des sensations très physiques. Et c'est ça, je pense, qui manque quand tu t'échappes dans ta tête et tu t'inquiètes, en fait, et donc, tu vois, tu es en scénario catastrophe en cascade. Il te manque un peu cet ancrage physique de je sens des palpitations de mon cœur, je respire, j'ai chaud, j'ai froid, tu vois.
de je serre les poings, je sais pas, voilà, des exemples comme ça, mais c'est vrai que ça m'aide pas mal parce que ça passe justement par le côté très, très physique. Ouais, c'est se reconnecter à son corps et c'est Mm. ce qu'on peut utiliser très souvent quand on fait un body scan, la relaxation, Ouais, pour les gens qui ont des flux de pensée très intenses. Et c'est vrai que la ouais, méditation, au départ, c'est très, très compliqué parce qu'en fait, t'arrives pas à débrancher ton cerveau, en fait. Donc, c'est vrai que de passer par la respiration, le souffle, et très souvent, en fait, quand on est focus sur sa respiration, ça fait très souvent taire ses pensées. Parce que du coup, mm. donc c'est vrai que Ouais, c'est ça. c'est des exercices qui sont très 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 efficaces hein, et qu'on utilise très régulièrement et qui ont une grande efficacité en fait et que je conseille vraiment à tout le monde. Bah, Mm. en plus, tu en as la preuve vivante, tu nous laisses vachement Ah bien. ouais, vraiment. Vraiment, parce que moi, j'y croyais pas du tout, hein. Au début, je me disais, oui, bon, respirer, certes, on sait tous le faire, tu vois. Bon, non. Et pareil, moi, j'avais tendance à vouloir justement fuir mes pensées, à vouloir pas écouter mon cerveau. Donc, dans ces moments-là, plutôt que d'adresser mon inquiétude, je cherchais à la fuir. Donc, scroller indéfiniment sur les réseaux sociaux, binge-watcher des trucs que j'avais déjà regardés 20 fois sur Netflix, m'endormir avec du bruit pour vraiment, tu vois, tout couper pour me retrouver seule avec ces pensées-là. Alors, ça marche pas, hein, voilà, spoiler alert, ça ne fonctionne pas. Et en fait, ce qui m'a pas mal aidé là-dessus aussi, c'est d'aller marcher dans la nature sans distraction. En fait, puisque, je sais pas, la nuit, il y a un côté un peu inquiétant, un peu, tu vois, tu as toutes ces angoisses je pense, des trucs même très enfantins qui remontent t'as peur, t'arrives pas à dormir, il fait noir, il fait froid, il fait moche, etc. Alors que quand tu marches en pleine journée, que tu as l'odeur de la nature, que tu as les bruits de la nature, que tu monopolises ton corps aussi puisque tu marches, et ben ça me permettait d'avoir mon cerveau qui allait penser à tout plein de choses mais de l'aborder avec plus de sérénité que, je te dis, du truc subi avant d'aller dormir, «Oh, et on fait quoi s'il se passe ça?» tu vois? Et tes problèmes, ils ont l'air beaucoup moins graves quand tu les abordes, en pleine journée dans la nature. Ouais, c'est vrai que la marche, la marche, même le running, souvent, Mmh, ça peut être une vraie thérapie. Il y a quelque chose qui peut aussi aider à faire taire en fait le flux des pensées, c'est de les extraire en écrivant aussi, ah ouais, ça marche très bien aussi. sur du papier, sur un carnet. Ça permet de les voilà de les sortir de sa tête, de les poser à un autre endroit et souvent en tout cas c'est des choses qui marchent relativement bien en fonction des personnes. Après, il faut individualiser au cas par cas, mais en tout cas ça marche bien. En tout cas, merci beaucoup. Allez, une dernière question et après on clôturera cet épisode. On dit souvent que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je crois que je suis pas d'accord, mais je suis un peu d'accord. Non, en fait, je comprends complètement le côté, persévérance. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours cette image je sais plus où je l'ai vu, sûrement sur les réseaux sociaux. En gros, tu vois, tu as un gars qui est sous terre et qui creuse et il sait pas où il creuse, mais il cherche un diamant. Et donc, il avance. Et en fait, toi, en tant que lecteur, tu vois que le diamant, il est vraiment pas loin. Et en fait, lui, il rebrousse chemin parce qu'en fait, il abandonne et ça le gonfle. Et donc, moi, cette image, elle m'a beaucoup parlé et elle m'a marqué aussi. Et souvent, quand période ça allait pas à la vitesse que je voulais ou qu'on avait justement des petits pas de recul parce que la vie d'entrepreneur, voilà, je sais pas, des problèmes dans tous les sens, là. Et ben moi, je pense toujours à ça en fait et je me dis mais tu vois, par exemple, le Covid qui arrive, premier confinement, on se retrouve à plus pouvoir faire de commandes parce qu'on est chacune confinée chez nous, donc on n'a plus de clients parce qu'ils ont tous fermé, etc. Peut-être que à ce moment-là, je me serais dit: «Non mais attends, laisse tomber, on abandonne, c'est pas possible, on vient d'ouvrir la société, il y a un Covid, c'est mort». Et en fait, moi, je me suis dit: «Bah non, parce que si le diamant, il est juste après le confinement, eh ben, il faut qu'on continue». Et après, en fait, à chaque fois, ça m'a fait ça, tu vois? À chaque fois, là, tu dis: «Non mais attends, c'est impossible, on va pas y arriver, il se passe ça, machin». Ouais, mais imagine, le diamant, il est pas loin. On peut pas s'arrêter maintenant. Donc ça, j'avoue que c'est un truc qui me motive au quotidien aussi de me dire, moi, je sais à quel point c'est trop cool
qu'on est en train de faire avec Margot. Et je sais à quel point ça peut aider, ça peut vraiment changer la société, tu vois. Donc, on peut pas arrêter au moindre petit truc. Après, il faut faire attention, du coup, de pas tomber dans l'inverse, d'être obstiné. Alors que parfois, tu as des signaux aussi très objectifs de oui, mais en fait, là, c'est bon, c'est peut-être temps d'aller faire autre chose, tu vois. Donc, pour l'instant, moi, je suis plutôt dans le truc du diamant au bout du tunnel et que je suis en train de creuser. Mais voilà, en fait, c'est peut-être le jamais rien lâcher où je vais être plus nuancée sur ça parce qu'il y a des fois où, en fait, en forçant, on se fait plus de mal qu'en lâchant. Et parfois, en fait, en lâchant prise, il se passe des trucs de fou. Et donc, à chaque fois que je pars en vacances, j'ai un deal qui se signe avec un client, un gros deal avec un client. Donc, à chaque fois que je pars en vacances, je me dis, faut que je parte en vacances plus souvent. Mais je le fais pas. Ça, si. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ce précieux témoignage que tu as fait Merci de m'avoir invité. Dans cet épisode pour le podcast. C'est vraiment chouette. Le temps il file, hein. C'est presque 1h10 qu'on parle. Et bah, du coup, traditionnellement, de toute manière, je vais te laisser le mot de la fin, Juliette, pour t'exprimer éventuellement sur un sujet qui te tient à cœur ou quelque chose que tu veux mettre en lumière et que tu aimerais parler pour conclure l'épisode. Ok, très bien. Je pense qu'on a beaucoup parlé de rapport à l'échec et on a beaucoup parlé de notre tête qui nous dit des choses pas toujours sympas. Et je pense que c'est important justement, tu vois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, de laisser vivre ces émotions négatives. Je pense que c'est si les gens qui nous écoutent se retrouvent dans ce que je vis et se retrouvent dans ce truc de il faut absolument que je sois positive et que je sois motivée et que je sois productif. Voilà, s'il y a des entrepreneurs qui m'écoutent et qui se reconnaissent un peu dans ça, je ne saurais que conseiller effectivement de lâcher prise de temps en temps et d'aller complètement faire autre chose pendant une demi-journée ou une journée entière. Il se passera rien au niveau de votre business. Enfin, ça va pas le tuer. Par contre, au niveau de votre tête, il va se passer un truc de fou, c'est que vous allez y voir beaucoup plus clair. Et on parle souvent des entrepreneurs, tu vois, qui ont la tête dans le guidon, qui n'arrivent pas à prendre du recul, etc. Et je pense que c'est hyper important justement d'en avoir conscience que ça se joue pas seulement sur le truc très factuel de j'envoie des mails et je réponds au téléphone, c'est pour ça que j'arrive pas à prendre du recul. C'est que parfois aussi c'est notre tête qui nous en empêche parce que on est inquiet, parce que on veut fuir en fait ces sentiments pas agréables qu'on est en train de vivre. Et du coup, je pense que c'est hyper important qu'on en ait conscience et qu'on mette sur pause un peu dans notre vie pour repartir avec plus de sérénité. Tout ça, c'est vraiment important, la sérénité, comme on l'a dit tout à l'heure. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup, Juliette. Merci à toi. C'est un plaisir. En tout cas, si on veut te contacter, si on veut échanger avec toi, je suppose que le meilleur moyen, c'est de te contacter sur LinkedIn. Ouais, tout à fait. Et du coup, écoute, je te dis un grand merci. Merci à toi. C'était un vrai plaisir de faire cette interview. Et écoute, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Super. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.